Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée des Mardis des Bernardins. Nous vous proposons ce soir de nous pencher sur le mystère de l'homme à travers deux approches différentes qui ne sont pas pour autant opposées, le domaine de la science d'une part et le domaine de la théologie, de la révélation chrétienne d'autre part. À l'heure de la révolution numérique et de ses traductions qui suscitent pas mal d'inquiétudes, notamment dans le domaine du transhumanisme, à l'heure des évolutions sociétales dans le domaine de la bioéthique et des bouleversements liés aux enjeux environnementaux, on est invité à nous reposer cette question simple en apparence, mais redoutablement complexe en réalité. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui le spécifie? Et plus encore, à prolonger cette interrogation par une autre plus radicale. À quelles conditions l'homme a-t-il encore un avenir? En d'autres termes, pouvons-nous éviter l'autodestruction plus ou moins programmée de l'humanité? Sapiens serait-il le dernier des hommes? Alors pour y voir un peu plus clair et tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions, je vous présente les deux invités de ce soir. Pascal Pic, bonsoir. Vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France. Vos travaux interrogent ce que vous avez appelé la coévolution. On va en parler dans cette soirée, c'est-à-dire l'évolution des sociétés humaines avec leur innovation technique et culturelle. Votre dernier essai, publié aux éditions Flammarion, s'intitule « Sapiens face à Sapiens ». Père Laurent Stalabourdillon, bonsoir. Bonsoir. Après avoir été aumônier des parlementaires de 2012 à 2018, vous dirigez aujourd'hui le service pour les professionnels de l'information, qui a pour objectif de faire davantage se rencontrer le monde des médias et l'Église, et vous enseignez la théologie au Collège des Bernardins. Alors posons-nous cette question, qu'est-ce que l'homme? Au vu des recherches récentes, Pascal Pic, de la paléoanthropologie, est-ce qu'on peut esquisser une définition simple de ce qu'est l'homme, sachant que vous écrivez dans cet ouvrage, je vous cite, « L'humanité fut diversité dès le commencement ». Oui, parce qu'aujourd'hui, bonsoir, chers sapiens et chers sapiens. Oui, la question de l'homme, c'était à peu près assez clair jusqu'à ce que l'on rencontre, d'une part, des espèces actuelles, mais qui ne sont pas européennes ou dans le bassin méditerranéen, qui sont les grands singes. Ça, c'était au XVIIIe siècle, où là, il est tout à fait clair que dans la nature actuelle, ces grands singes sont les espèces qui nous ressemblent le plus dans la nature. Donc ce sont les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Et puis après ça, un siècle plus tard, ce sera donc la grande aventure de l'évolution et de la préhistoire, où là on va aller évidemment à la rencontre des espèces fossiles avec cette question, à partir de quand a-t-on les premiers hommes? Alors d'un point de vue strictement paléoanthropologique, soyons très clairs, ça a beaucoup fluctué pendant longtemps, mais depuis 30 ans, il est très clair que toutes les données convergent pour que les origines de la lignée humaine soient en Afrique. Il y a plusieurs éléments là-dessus, on y reviendra peut-être. En tout cas, c'est bien calé en ce qui concerne les origines africaines de la lignée humaine. Maintenant, la lignée humaine, il y a les australopithèques, et après, la question, qui sont vraiment les premiers hommes? Et là, c'est un débat qui dure depuis plus de 60 ans. Il n'y a pas vraiment d'accord parmi les paléoanthropologues à l'heure actuelle. Par exemple, quelqu'un qui est très connu, qui a été mon ancien patron, Yves Coppens, considère qu'il y a encore une association assez claire entre un cerveau un peu plus gros, des outils de pierre taillée et une façon de marcher un peu plus proche de la nôtre, ce qu'on appelle la bipédie. En fait, il y a deux grands groupes qui ne sont pas tout à fait d'accord à cet égard. Moi-même, je considère que les vrais hommes arrivent vers 2 millions d'années, c'est ce que j'explique dans cet essai, qu'on appelle les Homo erectus. Autant la discussion est tout à fait valable entre les scientifiques sur les aspects techniques, sur la taille du cerveau, la bipédie, les types d'outils. Ça, c'est normal, c'est notre métier. Que nous n'ayons pas de compromis, c'est pas que l'on cherche de ne pas en avoir, mais ce sont des vraies questions scientifiques. En ce qui me concerne, les vrais hommes apparaissent vers 2 millions d'années en Afrique et ils sont non pas les premiers fabricants d'outils de pierre taillée, ça remonte même du temps de Lucie, maintenant on le sait, mais ils sont dans ce que vous avez évoqué, dans un processus tout à fait nouveau en termes d'évolution, c'est que tout ce que nous sommes continue à évoluer selon la biologie évolutionniste, qu'on peut appeler darwinienne si vous voulez, mais Darwin est tellement mal compris en France que j'hésite de prendre le terme. Donc ça continue, on le redécouvre encore aujourd'hui avec la médecine moderne, la médecine actuelle. Mais il y a autre chose, c'est que les humains ont inventé une deuxième coévolution qu'on appelle bioculturelle. C'est comment nos innovations techniques et culturelles interfèrent avec notre biologie, c'est-à-dire notre morphologie, qui est la taille et la forme, la physiologie, qui sont les fonctions de l'organisme, et nos capacités cognitives. Et là, c'est une dynamique tout à fait particulière
qui va très vite entraîner donc des évolutions de nos capacités cognitives, notamment autour de représentation du monde, de concepts. Très vite, il y aura la cosmétique. La cosmétique, ça veut dire superficielle aujourd'hui, mais cosmétique, ça veut dire que nous sommes les seules espèces, nous les humains, mais ça remonte au Homo erectus, qui modifient leurs apparences par les tatouages, les maquillages, les scarifications, les coiffures, les habits, tout ce que vous voudrez. Ça, nous sommes tous différents les uns des autres biologiquement, mais nous sommes tous différents aussi par les choix que nous faisons de nos vêtements, nos coiffures, nos lunettes, nos chaussures, tout ce que vous voudrez. Et à partir de là, donc, ça inscrit un nouveau rapport au monde. Et je rappelle que cosmétique et cosmologie, ça va nous amener évidemment à nos rapports au monde, aux croyances, à la spiritualité. Tout ceci, évidemment, est tout à fait nouveau. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui font que j'appelle les Homo erectus, donc les vrais hommes. Et très rapidement, il y aura un grand tronc commun. Et après ça, et ça, c'est nouveau. C'est décrit très en détail dans le livre. Il y a plusieurs espèces il y a seulement 40 000 ans, il y avait plusieurs espèces contemporaines, tout aussi humaines que nous, qui étaient donc nous, les sapiens, qui venons d'Afrique également, mais les néandertaliens et également les dénisoviens, une espèce un peu mystérieuse. Et on est en train de découvrir, je terminerai là, que ça a été vraiment quelque chose de compliqué il y a plus de 30 ans, hein, parce que évidemment, on n'échappe pas comme ça à sa culture et à nos croyances fondamentales, et évidemment au monothéisme. Hein. Il y avait quand même un seul homme créé à l'image de son créateur. Et de découvrir qu'il y a eu plusieurs espèces humaines, sur le plan biologique, qui étaient contemporaines, et de découvrir qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule espèce, nous, évidemment, c'est une interrogation qui est extrêmement intrigante du point de vue de l'évolution, mais également du point de vue de ce qui nous réunit ce soir. Quel est le dernier homme, pourquoi le dernier homme et son avenir? Alors justement, Père Salabourdillon, le fait qu'il y ait eu plusieurs espèces à l'origine de l'humanité, est-ce que ça pose problème aux théologiens, aux croyants que vous êtes? Alors, oui, ça pose, bien sûr, ça pose de très nombreuses questions. Peut-être que pour commencer, on peut... La première chose que je voudrais dire, après avoir lu votre livre, c'est le bénéfice de toutes ces connaissances que vous avez et qui décrivent ce philôme que vous reprenez à partir de la matérialité. Donc, le théologien, vous avez utilisé ce terme que je vais ressaisir, qui est la question du cosmos, la question de la cosmétique. Le théologien, lui, il regarde l'homme. Alors, il n'a pas la connaissance historique, la connaissance scientifique d'un recul sur l'histoire, laquelle contient des données qui vont être interprétées. Donc, il y a un effort d'interprétation pour envisager une évolution ou d'essayer de rendre compte, et je trouve que vous posez bien les questions, il se pose des questions, donc on est interrogé quand on essaye de faire recadrer ou essayer de rendre compte, et on voit bien qu'il y a un effort humain contemporain de rendre compte de notre origine. Donc l'homme est là qui se pose la question et qui se dit « d'où est-ce que je viens ?» Naturellement, l'immédiate tentation, c'est de penser que je suis le produit strictement de la matière. C'est-à-dire qu'il y a une question qui se pose, une question qu'on va réfléchir. C'est-à-dire que comment la matière a-t-elle eu le génie de me produire, de vous produire, de susciter en nous cette capacité étonnante de pouvoir se poser la question. Donc, le théologien, lui, à la limite, il ne sait pas répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Parce que c'est précisément une question qui lui est posée, et c'est en tant qu'il se pose une question qu'il est homme. C'est-à-dire que ce qui fait que l'homme est homme, c'est qu'il est devant une question, et qu'il est habité par une question. Et c'est ce questionnement, alors, quand est-ce qu'il surgit à un moment où l'homme se dit « mais et si je suis devant une question, une réponse s'impose à moi ?» Et cette réponse, je pense que justement les paléoanthropologues arrive à nous aider à voir à quel moment est-ce que l'homme est en train d'essayer de répondre précisément parce qu'il va se corriger, il va laisser des traces, il va essayer de rendre compte dans quelque chose qui n'est pas encore un discours dont nous n'aurions pas de traces, mais en tout cas, il va essayer de concevoir intérieurement les choses. Et justement, donc... Alors peut-être, oui. Du coup, ça pose effectivement la question, si je ressaisis ce que vous venez de dire, de l'émergence de la conscience. Est-ce que ça intéresse le paléoanthropologue que vous êtes? Est-ce que vous arrivez à avoir des éléments justement là-dessus sur cet être qui est conscient de lui-même, avec tout ce que ça suppose? Alors, d'un point de vue strictement matérialiste, il n'y a pas d'os dedans. Donc pour la conscience,
ça va être compliqué. Il y a un os. Voilà, il y a un os. Maintenant, plus sérieusement, il est très clair que des concepts aussi vastes que la conscience, nous autres, les scientifiques, nous ne pouvons rien faire. Par contre, si on commence à regarder la conscience de soi, la conscience de l'autre, l'altérité, la conscience du groupe, et ce qui viendra dans le genre homo, qui, à mon avis, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a que là que nous avons cela, sa conscience par rapport au cosmos, là, on peut commencer à regarder les éléments corrélatifs, évidemment, de l'émergence de ces positionnements cognitifs. Et très clairement, si on parle de la conscience de soi, la conscience de groupe ou autre, il y a, dans la nature actuelle, il n'y a pas que l'espèce humaine. Il y a les grands singes, qui ont une conscience de soi, une conscience de l'autre. Ils ont des notions d'empathie, des notions de sympathie. Donc on pense, et ça c'était dans l'ouvrage précédent où j'en parlais beaucoup, donc dans Premiers Hommes, ça remonte peut-être à 10-15 millions d'années. Alors ce n'est pas notre conscience, soyons très clairs, ça ne nous enlève rien. Mais ils ont ces éléments de conscience, sentiment de culpabilité. Et vous dites, d'ailleurs, les grands singes, je ne sais pas si c'est dans ce livre-là, peuvent pleurer la perte d'un des leurs. Ils ont des comportements autour de la mort, c'est très clair. Franchement, ce sont des espèces. Alors, il y a aussi les éléphants, il y a aussi les dauphins, quelques espèces de baleines. Et toutes ces espèces donc, partagent une caractéristique, c'est que la vie est très longue. Donc, ce sont des espèces chez lesquelles les femelles ne mettent qu'un seul petit au monde après une longue gestation. Il y a un très long rapport à la mère jusqu'au sevrage, 4 ou 5 ans. Ensuite, l'enfance est longue. Donc, ça veut dire que, franchement, quand vous avez vécu dans un groupe social avec autant d'attention, de soins et ensuite de relations avec les autres, d'empathie, de sympathie ou d'adversité, il est très clair que quand un individu vient à disparaître, il ne va pas s'effacer comme ça de votre mémoire. Ce n'est pas un disque dur, c'est une évidence. Donc ça pose aussi des interrogations. On a une vidéo, vous pouvez regarder sur YouTube, qui n'est pas quand même une référence sur le plan scientifique, mais néanmoins, il y a cette vidéo où là, quand même, c'est troublant. C'est un groupe de chimpanzés qui est vraiment très, très innovant. Charles Darwin les connaissait, mais il continue. Et là, au milieu d'une clairière, vous avez un tronc d'arbre mort dans lequel les chimpanzés ont mis des pierres. Et là, ils font des espèces de... comme une espèce de chamanisme, avec de gros guillemets, hein, mais même un individu tout seul. C'est très curieux. Donc on s'aperçoit aussi chez les chimpanzés qu'il y a cela, peut-être qu'il y a une préforme de pensée par rapport à ça. Alors pour l'instant, on n'a qu'une seule observation, soyons très clairs, mais en tout cas elle est extrêmement troublante. Donc tout ceci existe depuis longtemps. Maintenant, le rapport à la mort et à la disparition d'un être qu'on a connu, ça, il n'y a pas que nous. Maintenant, ce rapport à la question qu'évoquait M. Stalabourdian tout à l'heure, le professeur, c'est que de rapport au cosmos et aux origines, pour l'instant, il y a l'aspect discursif. Hein, c'est très important. Ce côté discursif et du langage est quand même absolument essentiel. Je prends tout simplement un exemple. Lévi-Strauss, d'ailleurs, il l'a regretté toute sa vie après. Il avait dit l'inceste n'existe pas. C'est le tabou de l'inceste dans les espèces humaines et culture humaine, et il n'y a pas d'inceste chez les animaux. Ce qui est complètement faux. Il n'y a jamais d'inceste chez les animaux. Par contre, ce qui est important chez l'humain, c'est à partir de quand, et ça je l'évoque dans ce livre-là, on est capable d'édicter des règles sur la parenté et la filiation qui sont proprement anthropologiques. Et ces questions-là, on ne les connaît pas chez les chimpanzés. Par contre, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'eux ne respectent pas des règles de parenté. Donc c'est l'aspect discursif qui est extrêmement important par rapport à cela. Et vous vous interrogez justement sur ce qui vient d'être dit dans un article du Figaro, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été publié, où en fait, Père Stalabourdian, vous tenez à rappeler que l'homme n'est pas un animal comme les autres. Alors ça nous amène à... Alors, je vais aller plus loin encore, parce que je dis non seulement l'homme n'est pas un animal comme les autres, mais l'homme n'est pas un animal tout court. Alors, on se dit, mais en fait, nous baignons culturellement dans ce dont nous avons hérité, encore une fois, scientifiquement et culturellement, qui fait que le phénomène de vis-à-vis de l'homme avec l'animal fait que il lui est présenté comme celui à partir duquel il essaye soit de s'identifier, soit de se distinguer précisément. Donc, la grande question, c'est que, bien sûr, le substrat biologique nous est totalement commun. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule biologie, et cette biologie, elle est absolument identique chez tous les vivants. Alors, la réalité corporelle, le substrat corporel que nous partageons avec les autres vivants, il n'y a pas de question là-dessus. La grande question qui peut se poser, c'est comment se fait-il que précisément ce vivant, cet organisme suscite et reçoive la capacité de concevoir quelque chose qu'on est en train de faire ici et maintenant, qui nous spécifie comme homme, à proprement parler. Alors
Alors, l'homme est en même temps un homme en devenir, parce que la grande question, c'est que nous ne sommes pas achevés. L'évolution, d'une certaine façon, on la voit dans l'histoire, mais elle est en train de se réaliser en vous et en moi. Comment se fait-il que ce vivant développe une capacité extraordinaire qui s'appelle la parole ? Et de découvrir, si on tire un tout petit peu, que non seulement l'homme vit dans un monde matériel dans lequel il évolue, mais que beaucoup plus que d'habiter dans un monde matériel, il habite le monde de sa parole. C'est-à-dire qu'il habite le monde qu'il a conçu intérieurement. Ça fait partie, c'est une tellement fine membrane, je dirais, dans l'évolution qui caractérise l'homme, c'est qu'il habite son discours, c'est qu'il habite sa conscience des choses. Littéralement, il habite un monde qu'il a conçu en parole. Alors, vous dites ça en vous fondant sur l'anthropologie biblique, sur la révélation. Alors, il se trouve que je vous dis ça en constatant ce que je vis et ce que vous vivez. C'est-à-dire que nous vivons tous dans le même monde, c'est sûr, matériellement et physiquement, ce monde est le même. Si vous sortez, vous voyez un arbre, nous verrons le même arbre. Mais la grande question, c'est que la réalité physique, matérielle des objets qui nous entourent et du reste des animaux et des autres vivants est livrée à votre interprétation, de facto. Et donc chacun de nous est comme mis au pied du mur pour accéder à son humanité, d'une certaine façon, d'interpréter le monde dans lequel il vit et d'envelopper cette réalité d'une parole de sens. Si bien que il n'est pas sûr que nous disions ensemble la même chose au sujet des réalités qui nous entourent, moyennant quoi nous ne vivrions pas à ce moment-là, effectivement, dans le même monde. Donc je fais simplement observer que ce qui caractérise l'homme, alors c'est corroboré d'une certaine façon, la tradition biblique, précisément, nous dit ceci, c'est que, alors on s'est dit 2 fois, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et qu'il est un être de parole. Donc là, il y a une singularité de l'homme, qui fait qu'il est un être de parole et qui, encore une fois, il va également se nourrir de parole. Donc nous habitons en fait un monde physique, mais ce monde physique est enveloppé d'une très fine membrane de sens dans lequel nous vivons, et nous observons que l'être humain, pour se développer, va devoir se nourrir de protéines et d'aliments qui vont nourrir son organisme biologique, mais que ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il faut qu'on lui parle. Si on ne parle pas au petit homme, il ne vivra pas. Donc ce qui ferait la différence entre l'homme et l'animal, ce serait sa capacité à l'homme de représenter le monde, de l'interpréter. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Ce qui est intéressant, un des premiers à avoir dit ça était un éthologue célèbre qui n'a pas été nobelisé d'ailleurs avec les 3 nobelisés de 1973, qui était Karl von Fritz, La danse des abeilles, qui était Konrad Lorenz avec ses oies, et l'autre était... je me souviens, Nico Tinbergen, voilà. Et justement, Nico Tinbergen est intéressant parce que c'est beaucoup repris aujourd'hui. Il distinguait dans l'étude, c'est un des grands fondateurs de l'éthologie avec ces 2 personnages. Le 4e, je ne l'ai pas oublié, j'y reviens. Mais il avait distingué ce qui étaient des causes immédiates et des causes ultimes. C'est-à-dire distinguer quels sont les caractères, notamment comportementaux qu'il peut observer, qui sont de l'ordre de la réactivité face à un stimuli de l'environnement. À cette époque-là, c'est le behaviorisme, d'ailleurs, aux États-Unis, et quels sont les comportements qui ont une signification fonctionnelle, adaptative, qui va être transmise à la génération future. Donc, il distinguait les causes ultimes des causes immédiates. Maintenant, le 4e en question, c'est Jacob von Escul qui disait que les animaux sont au monde et l'homme est un inventeur de monde. Et il est très clair qu'avec Homo erectus, donc je reviens sur ce premier homme, il est donc celui qui fabrique des outils qui sont des bifaces, mais ces outils, ils ont une valeur esthétique et émotionnelle. Et donc là, il est déjà dans le nouveau rapport au monde avec le feu, etc. Donc l'homme, c'est à la fois l'homo narens, parce qu'on sait qu'il parlait, et la manière de fabriquer cet outil, c'est exactement sur le plan cognitif la façon dont nous utilisons la parole. Parce que c'est ça que nous apporte les sciences cognitives, c'est qu'on n'a pas des petits modules comme des Legos qui sont dans le cerveau. Tout ceci, évidemment, ce sont des transferts, des mémoires, des applications, des adaptations, etc. au niveau cérébral. Et donc, par contre, quand on parle d'animal, moi je suis extrêmement mal à l'aise parce que la plupart du temps, dans le cadre de la culture occidentale et la philosophie, et en partie la théologie, mais moins la théologie que la philosophie d'ailleurs, occidentale, l'animal est un concept qui n'est jamais défini. C'est en fait un concept éthique, c'est-à-dire ou moral, c'est-à-dire ce que ne doit pas être l'homme. Tandis que nous nous intéressons aux animaux. Donc, d'ailleurs, Deleuze avait bien vu ça d'ailleurs dans l'animal
ce dont je suis. C'est-à-dire qu'il disait, nous on parle d'animaux, et parmi les animaux, il y en a qui sont plus proches de nous que d'autres. Voilà. Donc il y a une confusion souvent dans les débats, et ce débat, par exemple, n'aurait pas beaucoup de sens si nous étions au Japon, où l'animisme, exactement l'inverse de ce que nous pensons, et ça c'est sur les travaux de Philippe Descola du Collège de France, qui sont absolument remarquables à cet égard, c'est que nous avons des petites briques comme ça élémentaires dans la construction de nos rapports au monde, de nos ontologies, et qui aujourd'hui d'ailleurs sont à l'œuvre dans les changements du monde. Parce que, vous savez, quand les cultures se trouvent confrontées à un changement, les humains abordent ce nouveau monde avec leur socle ontologique. Et donc ce qui est absolument passionnant, c'est que dans ce que j'appelle l'espace digital darwinien, c'est pas tout à fait le sujet ce soir, mais en tout cas l'espace numérique dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce que nous avons 4 milliards d'individus connectés aujourd'hui, dans le monde entier, dans tous les continents, avec des smartphones, avec le cloud, comme on dit, donc les nuages. La chose étant, c'est que on s'aperçoit que sur la robotique, par exemple, eh bien, la manière dont une culture regarde les animaux, ou l'animal, c'est la façon dont on va regarder ou appréhender les machines. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on s'aperçoit que nos ontologies, dont les éléments fondamentaux remontent à très longtemps, à 5, 6, 7, 8 000 ans, 10 000 ans, c'est énorme. Début des agricultures, pour ça, peut-être plus ancien pour certaines d'ailleurs, dans l'état actuel des recherches. Néanmoins, on s'aperçoit que c'est encore là et que ces éléments sont absolument essentiels aux cultures humaines, ça c'est quelque chose d'essentiel dans le rapport humain, pour affronter les changements dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. Donc ça c'est une caractéristique vraiment tout à fait humaine. Et donc de fait, aujourd'hui, en France, nous sommes non pas en retard sur le plan technologique ou scientifique sur les intelligences artificielles ou la robotique, nous avons des gens absolument formidables, il suffit de regarder le rapport de Cédric Villani, mais par contre la manière dont nous incorporons ou rejetons ce rapport à la machine ou à l'animal, elles, là, évidemment, sont des rapports fondamentaux radicalement différents. Et le débat homme-animal, chez les animistes, n'a pas du tout la même signification que chez nous. Donc, l'un ou l'autre des débats n'est pas moins fondé que l'autre, mais ce n'est pas du tout la même manière d'appréhender le changement et nos rapports à l'altérité et au cosmos. Alors, j'aimerais vous laisser répondre, Père Stalabordillon, puis après, essayer d'évoquer aussi la question de l'évolution, puisque c'est assez central. Oui, j'abonde tout à fait dans... la culture occidentale est effectivement très marquée sur on va dire, un mode d'interprétation de type moralisante. Vous avez tout à fait raison. Et dualiste. Et pardon ? Et dualiste. Et dualiste. La question de l'animal est précisément ce que l'homme ne doit pas être. Exact. Et donc il faut, dans cette tension dont il est clair qu'elle est morale, c'est-à-dire que l'homme a à accomplir quelque chose qui le sorte de son animalité, qui l'élève au-dessus de son animalité, qu'il le voit. Donc il sent bien que si il manque ce qui le spécifie et qui le distingue des animaux, il le devient. Il devient ces animaux. J'aime faire mémoire du fait que, en fait, il a conscience de porter l'ensemble du vivant et des vivants en lui, l'homme. Quand on lui dit arrête de faire ton petit coq, il s'est comporté comme un ours, quelle langue de vipère, etc. Donc il a tout entier en lui quelque chose qui fait que si, d'un point de vue moral, il ne tient pas son rang d'homme, à ce moment-là, il est d'une certaine façon renvoyé à l'ensemble du monde animal. Lequel monde animal, par ailleurs, a une sorte de puissance incontrôlable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en l'homme où la spécificité de l'homme, qui est sa liberté et la capacité de se gouverner selon des principes et selon des règles, fait qu'il est appelé à ça. Alors, juste sur les deux choses, je crois que c'est intéressant. Il y a, en fait, le théologien que je suis et finalement la réflexion à emmener d'un point de vue théologique dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, c'est d'essayer de se dire, mais dans le fond, qu'est-ce que nos contemporains pensent qu'ils sont ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'opinion publique dit au sujet de ce que sont les hommes ? Parce que de l'idée que nous nous faisons de ce que nous sommes va dépendre l'usage que nous ferons des technologies, de la robotique qui arrivent. Donc, en fonction de l'idée que nous avons de ce que nous sommes, nous allons nous comporter d'une certaine manière avec les animaux et puis réguler d'une autre façon les techniques. Et alors aujourd'hui, il y a deux grandes représentations. C'est qu'il y en a une qui considère que nous sommes des animaux évolués, et d'un autre côté, après Descartes, qui nous marque plus chez nous sans doute qu'en Asie, il y a le fait que l'homme est une machine qu'on va pouvoir perfectionner. Alors, je pense que
l'irruption des machines et de l'univers des machines, je trouve très intéressant de voir effectivement, quand vous regardez en Chine, mais c'est probablement pareil au Japon, la domotique, comme vous l'évoquiez, c'est-à-dire que la présence des algorithmes et la présence des machines qui interviennent dans la vie des hommes est déjà très très avancée par rapport à ce qui existe chez nous. Mais l'une des résistances équivalentes de la résistance de l'homme par rapport à l'animal, dans notre Occident, c'est une résistance de l'homme par rapport à la machine. Pourquoi ? Parce que pour nous, dans la tradition biblique, ce qui humanise l'homme, c'est un homme. C'est-à-dire c'est un visage, c'est une personne. Et qu'on se poserait des questions à se dire, mais est-ce que c'est bien digne de l'homme de lui envoyer donc des petits robots qui vont s'occuper de lui, le servir et éventuellement de lui parler avec une parole articulée avec des sons, mais qui ne répondent pas d'un visage proprement humain d'une certaine façon. Donc à ce titre-là, on peut essayer de penser qu'il y a des formes de résistance par rapport à ces grands bouleversements qui sont en train de marquer l'humanité. Alors je rappelle que nous sommes au Collège des Bernardins avec le père Céla Bourdillon et Pascal Pic, paléanthropologue, qui publie Sapiens face à Sapiens aux éditions Flammarion. Cette association entre l'homme et l'animal est liée à une certaine conception de l'évolution. J'aimerais vous entendre là-dessus, Pascal Pic, sur cette évolution. Est-ce que le processus est linéaire ? Est-ce qu'on pourrait le penser, que c'est un processus linéaire ? Il pourrait y avoir une sorte de fantasme progressiste de l'évolution. Pourtant, vous écrivez que les transitions sont de nature mosaïque dans ce processus évolutif. Oui, c'est vrai qu'on avait conçu d'ailleurs tous les schémas que vous voyez sur l'évolution de l'homme. Vous tapez hominisation, évolution de l'homme sur Internet. Vous avez toujours la fresque qui nous vient d'Aristote au passage, avec le grand singe qui se redresse et qui va tout droit vers l'homme. Au passage, mesdames, il n'y a que des mâles. Pour trouver avec les femmes, ça va être compliqué. Donc on a oublié un petit peu la moitié de l'humanité dans cette affaire. La chose importante, c'est que justement, si je parle de cette image, c'est très difficile de sortir des représentations, des icônes. Parce qu'en définitive, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais comme cette représentation progressiste de l'homme qui se redresse, évidemment, avec le corps dans la matérialité de la Terre, et évidemment l'esprit qui s'élève vers le ciel, enfin le Moyen-Âge, évidemment, va beaucoup utiliser cette image-là. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais en fait, c'est extrêmement difficile, même chez les éditeurs, je ne parle pas de Flammarion, mais chez les éditeurs, quand je demande, je fais un livre illustré, ça m'est arrivé, de voir un schéma sur l'évolution de l'homme, forcément, c'est toujours le crétin qui se relève dans la savane. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc, on sort difficilement de nos représentations collectives. Ça, c'est extrêmement puissant. Donc, détruire les icônes, c'est quand même quelque chose qu'on connaît aussi dans le monde de la théologie. Donc, vous contestez l'approche un peu, j'allais dire, finaliste de l'évolution. C'était utile à une époque, c'était inutile. Même sans que ce soit finaliste. Alors là aussi, il y a deux problèmes. C'est celui qui était très bien discuté d'ailleurs beaucoup chez les anthropologues, mais aussi les théologiens, les philosophes. C'est celui, est-ce que l'homme est un animal plus ? Alors, voilà. Alors, du coup, c'est dit, voilà, l'homme a eu la révélation, si je prends ce thème-là, donc sur lequel je suis très peu compétent. Alors, voilà, il faut trouver une raison matérialiste, donc il y a eu une mutation. Enfin, franchement, c'est comme la conscience dans la glande épiphysaire de Descartes. Est-ce que vous faites référence à Teilhard de Chardin ? Alors, Teilhard de Chardin, c'est autre chose. Mais bon, on ferme la parenthèse, mais je vous laisse poursuivre. Teilhard est intéressant, c'est Teilhard, parce qu'il revient tout le temps, d'une manière assez cyclique, surtout en ce moment, dans l'espace darwinien, la noosphère. Donc, forcément, c'est du pain béni, si je peux me permettre, à titre posthume. Et donc, à partir de... Non, mais attendez, Teilhard de Chardin est très réutilisé, réapproprié par une partie du mouvement transhumaniste. Quand le web est arrivé, la toile, évidemment, déjà dans les années 90, la pensée de Teilhard revenait. Mais on y reviendra sur Teilhard parce que le principe d'hominisation était très mal compris d'ailleurs au passage, me semble-t-il. Mais néanmoins, c'est pas l'animal plus, c'est plus compliqué que ça. Au moment où apparaissent ces premiers hommes Homo erectus, tout ceci va diversifier, évoluer avec Homo sapiens, Néandertal et Denisova, ça c'est très clair, c'est que c'est une question que discutent les philosophes depuis longtemps. C'est le principe de l'émergence. Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un ensemble d'éléments, alors moi je ne vais pas prendre le terme de révélation, ça serait absolument incongru en ce qui me concerne, mais néanmoins il y a un moment, ce qu'on appelle dans les théories de l'innovation en tout cas, ce qu'on appelle une synthèse créatrice. Il y a un moment, il y a un ensemble d'éléments qui font qu'un ensemble de vision collective, de croyances, de conception du monde qui vont impliquer la société, aussi la technologie, tout ça va être modifié. On appelle ça chez nous les équilibres ponctués, ça veut dire que c'est un moment de changement assez rapide à l'échelle de l'évolution. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ou à l'évolution mosaïque, quand nous les scientifiques, on utilise le terme de synthèse créatrice ou celui d'évolution mosaïque, ça veut dire qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, et ça veut dire que très clairement, on voit donc plusieurs éléments dans les phases de transition qui arrivent en désordre, et au bout d'un moment, ça se fixe
C'est ce qu'on appelle les goulots d'étranglement dans l'évolution. Et à partir de là, donc, ça se met en place. Mais même pour notre espèce Homo sapiens, hein, nous serions 40 000 ans en arrière. Il y a eu dans cette salle des hommes et des femmes de Néandertal. On aurait été chercher des hommes et des femmes de Denisova. Et entre les trois espèces, il y a manifestement, par l'archéologie, ils enterrent tous leurs morts, il n'y a pas de différence fondamentale. Donc on est dans la même humanité. Et ce qui apparaît vers 100 000 ans, c'est nous, les hommes modernes. Donc la nouvelle version de Sapiens, ce n'est pas Sapiens en tant que tel, hein, c'est la version moderne d'Homo sapiens, vers 100 000 ans, où là, incontestablement, il y a des changements de représentation du monde qui vont les amener à aller à la conquête de la Terre. Et donc là, nous, depuis longtemps, on a bien compris en anthropologie que, bien sûr, il y a les conditions nécessaires, matérielles et techniques. Et comme je le dis bien dans ce livre, c'est que souvent, on a trop vu les innovations techniques et les outils à travers la nécessité. Vous connaissez l'expression, hein, les nécessités sont les mères des inventions. Ben, en fait, beaucoup d'inventions n'ont pas été... Écoutez, là, on est au Bernardin, quand même. C'est quand même une certaine idée de Dieu qui a amené cette architecture absolument sublimissime. Donc il y a une idée de gratuité. Il n'y a pas de gratuité, il y a une idée quand même que il y a des outils qui sont liés à des nécessités matérielles, se nourrir, préparer les nourritures, se protéger bien sûr, mais il y a aussi, à partir de Homo erectus, de plus en plus de créativité technique qui sont liées à la cosmogonie, aux représentations du monde, la cosmétique, aux croyances, et que ces croyances, justement, les ont portées au-delà des horizons. Enfin, quand même, imaginez qu'il y a 70 000 ans, nous, les Homo sapiens modernes, qui sommes sortis d'Afrique, on va aller assez vite vers l'Est, on va se retrouver à la mer de Timor, et là, il y a quelque chose de nouveau. Au moins 70 km de mer. C'est au-delà de l'horizon, c'est 40 km l'horizon. Et qu'est-ce qui les a apportés au-delà de l'horizon? Donc, il est tout à fait normal que nous autres, scientifiques, nous allions chercher les conditions matérielles qui nous ont permis de faire cela, mais nous savons fort bien que ce qui les a amenés, parce qu'il n'y a plus d'une vague, au-delà de l'horizon, c'est un ensemble de croyances. Maintenant, comment elles émergent, on ne le sait pas. On le constate, nous, par les effets. Voilà comment ça se passe. Et tous les aspects liés plus récemment donc, aux grandes religions, ce qu'on appelle l'âge axial vers 2-3 000 ans, dont nous sommes encore les héritiers aujourd'hui, oui. C'est des phénomènes qu'on a encore du mal à expliquer, soyons très clairs, mais qui sont objectivement là. Et on n'a pas d'interprétation scientifique au sens facile du terme. Alors, sur ce qui vient d'être dit, sur la notion de synthèse créatrice et plus largement sur la notion d'évolution, dans l'article du Figaro que je citais il y a quelques instants, vous écrivez que finalement que l'évolutionnisme darwiniste est insuffisant pour fonder l'ordre humain. C'est ça. Et est-ce que, avec ce que vient de dire Pascal Pic, vous nuanceriez un petit peu ce propos? Déjà, je trouve que il faut reconnaître le grand mérite de votre analyse, c'est-à-dire de la capacité de dire il y a des choses qui échappent. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, nous sommes marqués constamment par la tentation de la simplification d'une façon générale, comme vous l'avez évoqué, et de dire que cette reconstruction, cette relecture dans le passé qui vise à tenter, et on comprend qu'on essaye de tenter de le faire, une sorte de reconstitution causale sur laquelle on aurait totalement la main, est quelque chose qui est impossible. Et j'aime dire que les projections dans l'avenir sont aussi improbables que les projections dans le passé, parce qu'il y a quantité de choses, éventuellement de survenues, comme on le dit, qui nous échappent. Donc, de ce point de vue-là, on est livré avec ce que nous sommes d'une certaine façon aujourd'hui. J'ai trouvé aussi très intéressant dans votre livre l'évocation de ce que vous appelez la coévolution. C'est-à-dire qu'en fait, la nécessité actuelle de reconsidérer le processus que vous analysez de l'évolution en y intégrant la place de l'environnement dans lequel l'individu va évoluer. C'est-à-dire que, et en fait, c'est un peu l'apport de ce que la biologie développe aujourd'hui à travers la question de l'épigénétique, qui fait que l'épigénétique, c'est la mutation des gènes liés à l'environnement dans lequel il se trouve. Parce qu'on pouvait penser que l'être humain était un système clos, le vivant était un système clos, qui allait de lui-même, de l'intérieur, opérer des sortes d'évolutions, quand aujourd'hui on sait profondément qu'il y a une interaction constante entre le vivant, sa biologie, et l'environnement dans lequel il est. Alors, c'est là où il me semble que ce que vous me permettez de voir arriver, c'est l'importance du contexte et de l'environnement dans lequel se développe la vie. Et puis, ce qui, avec des termes un petit peu savants peut-être, mais est aujourd'hui un grand changement et un grand bouleversement, à mon avis, en biologie, c'est le passage d'une ontologie, c'est-à-dire
d'une ontologie substantielle, où les choses sont ce qu'elles sont avec leur sorte d'invariance, à une ontologie relationnelle, où finalement l'essence d'une chose, c'est d'abord d'être en relation avec l'environnement. Et alors, si on fait une lecture intelligente de ce que donne la révélation, c'est-à-dire que la capacité qu'a l'être humain de concevoir au plus profond de lui, de recevoir et de concevoir le monde dans lequel il est, enfin, dans une parole. Hein. Il conçoit les choses à l'intérieur d'une parole. Or, qu'est-ce que la révélation? C'est une parole de sens qui l'éclaire sur les réalités, la réalité des choses. Ça voudrait dire, alors si je reformule un peu les choses, que la conscience religieuse de l'homme peut être intégrée dans la coévolution, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une incidence de la conscience religieuse sur l'adaptabilité de l'homme? Incontestablement, puisque justement, qu'il s'agisse des religions, même, c'est assez récent quand même, les grands monothéismes. Il se trouve que tous les ans, j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire l'Institut des hautes études des mondes religieux, où j'arrive en disant, vous savez, il s'est passé 2-3 petites choses avant la création, exprès de mettre l'ambiance. Mais en tout cas, les choses sont très bien comprises parce qu'il y a toute une histoire. Nous, il est tout à fait légitime dans ma discipline de s'intéresser à l'origine des représentations du monde, des croyances, la cosmétique, évidemment, des grandes religions. Maintenant, la question de savoir si Dieu existe ou pas, c'est pas une question de science. Ça ne fait pas partie. Par contre, de travailler sur l'évolution des représentations religieuses et dans les sociétés, ça, c'est un sujet donc scientifique. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que ce n'est pas parce que, en science, dans l'état actuel des choses, nous ne sommes pas à même pour l'instant d'expliquer des phénomènes humains. C'est pas pour reprendre Teilhard de Chardin, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même étonnant. Moi, je suis un peu agacé, je dois dire aujourd'hui, par cette tendance, surtout dans le cadre de ce qu'on appelle l'écologie radicale fondamentale, qui dit bon. L'homme, on s'en débarrasse et ça ira mieux pour l'histoire de la vie. Moi, je veux bien, mais ce n'est pas là pour le voir. Je ne trouve pas ça très intéressant. Mais néanmoins, il y a une tendance à dire que l'homme est une espèce parmi d'autres. D'un point de vue biologique, oui. Maintenant, d'un point de vue de sa place sur la Terre, non. Et c'était ça, le principe d'hominisation de Teilhard de Chardin, qui a été très très mal compris d'ailleurs. On en a fait une espèce de loi immanente qui est de biologie qui aboutissait à l'avènement de l'homme. Ça n'a jamais été ça dans la pensée de Teilhard. Dans la pensée de Teilhard, c'est une espèce qui prend conscience de sa place dans l'histoire de la vie, donc qui comprend l'évolution, et qui prend conscience de sa responsabilité pour le devenir de la vie. Enfin, franchement, je crois que c'est quand même pas mal d'actualité que de penser les choses comme cela. Et très clairement, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas parce que nous autres, les scientifiques, on n'est pas capable d'expliquer certaines formes d'émergence, comme on l'a dit, que ça valide telle interprétation ou de l'islam, ou du christianisme, ou du bouddhisme, etc. Mais ça ne les réfute pas non plus, parce qu'on est en dehors du champ scientifique. Donc la science n'a pas pour vocation de valider des reconstitutions de ce qu'est l'homme d'un point de vue scientifique, ni de les invalider. Ce n'est pas notre rôle. C'est très important. Maintenant, que certains se sentent à l'aise, comme Teilhard de Chardin, dans cette vision des choses, tant mieux. Mais tant que ces représentations du monde, ces conceptions de la place de l'homme à travers la révélation haute ne prend pas comme décision, comme ça existait, d'aller à l'encontre des sciences, et comme ça existait aussi que les sciences tentent de vouloir tout expliquer avec leur approche matérialiste, je crois qu'on peut bien s'entendre. Mais là, ceci dit, et soyons clairs, ça fait pas longtemps qu'on est arrivé à une certaine sérénité dans ce genre de débat. Parce que l'entreprise scientifique n'a pas pour vocation d'aller pour ou contre des interprétations bibliques ou théologiques par rapport à cela. Alors que maintenant des théologiens ou autres n'acceptent pas l'évolution pour d'autres, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, moi je suis pour vraiment une laïcité tout à fait fondamentale, c'est que quand on rentre dans le champ des sciences, au nom de certaines croyances, là, ce n'est plus du tout acceptable et inversement de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il n'y a pas dans beaucoup de pays où on peut faire ça. Notre discussion se poursuit avec le paléo-anthropologue Pascal Pic, auteur de Sapiens face à Sapiens aux éditions Flammarion, et le père Laurent Stella-Bourdillon, enseignant au Collège des Bernardins. Alors justement, sur cette dimension religieuse, Père Stella-Bourdillon, j'aimerais vous entendre sur les ressources bibliques qui nous permettent de comprendre le sens de l'homme. Et vous écrivez ceci: la révélation biblique a parfaitement énoncé la finalité spécifique de l'être humain dans l'accomplissement de sa personne par sa croissance spirituelle interne. Oui, exactement. C'est-à-dire que autant le temps que nous avons passé dans le sein maternel a rendu possible la venue
de celui qui est, on pourrait dire, un petit mammifère quand il est là, sauf qu'il y a plus dans l'homme que ce que nous imaginons. Il y a dans l'homme, il est accessible et visible dans sa matérialité. D'un certain point de vue, il est comparable à tous les autres mammifères qui respirent, mais il se trouve qu'il va développer et qu'il est appelé à développer dans la phase de sa croissance et une prise de conscience, donc l'émergence d'une conscience, l'émergence d'une parole par laquelle il va saisir le monde, par laquelle il va donner la vie en parlant. Il va, comme je le disais tout à l'heure, se nourrir de paroles. Et ces paroles vont effectivement nourrir des représentations et donc des croyances. Et la révélation biblique vient précisément comme une parole, parce que finalement, la révélation biblique, c'est rien d'autre qu'une parole. C'est que Dieu... La capacité de recevoir une parole et de concevoir au fond de lui une parole. Donc l'homme n'est pas achevé. Alors la question du dernier homme, c'est quand est-ce que la vie s'arrête sur la terre à la limite, mais l'achèvement de l'homme ou l'accomplissement de l'homme, c'est-à-dire à quel moment l'homme paraît. On peut dire qu'il n'est pas encore paru, ou alors pour nous chrétiens, il est paru enfin dans le Christ. Et donc le Christ est l'homme en qui le projet ou le dessein divin sur l'homme, parce qu'on va quand même... Voici l'homme. Voici l'homme, exactement, voici l'homme. Et puis la grande question, c'est la vie, c'est d'être entraîné vers la vie, de goûter à la tentation de l'éternité. L'homme est celui qui fait face au mystère du mal et de la mort, on le sent bien. Est-ce qu'il peut la conjurer? De quelle façon? Est-ce que c'est par sa technique? Et de quelle façon est-ce qu'il... D'un point de vue strictement logique, il accède au fait que sa vie, il ne se l'est pas donnée à lui-même, qu'il l'a reçue, qu'il est lancé dans l'existence sans avoir rien demandé, qu'il est mis au pied du mur de devoir rendre compte de cette réalité, et qu'il se demande si, d'une certaine façon, la vie qui lui a été donnée, la clé de sa vie ne se trouve pas, alors c'est le point de sa croissance spirituelle, dans le don de lui-même, c'est-à-dire dans le fait qu'il est là pour réaliser quelque chose au plus profond de lui, qui est l'engagement de lui-même dans le réseau de la vie sociale, dans le don pour les autres. Donc, faire de sa vie, finalement, à quoi sert la vie qu'on a reçue? Parce que finalement, à un moment donné, la question se pose aussi, à quelles conditions est-ce que cette existence s'accomplit? D'une certaine façon, chacun, personnellement et librement, il y a une grande question de la liberté de l'homme, chacun avance librement. On entend ce que disent les autres au sujet du sens de leur vie, on l'écoute, on peut, par défaut, par une sorte de pulsion de conformité, vouloir faire comme les autres et pas réfléchir pour soi-même, mais chacun est mis devant la question de se dire à quelles conditions est-ce que j'accomplis ma vie, autant que cette sorte de poussée ou d'ascension se réalise. Et ce que la révélation va dévoiler, c'est que la clé de la vie est une association entre la vie, l'amour et donc la capacité d'aimer, laquelle capacité d'aimer se réalise, se manifeste dans le don de lui-même. Alors il y a des anticipations forcément dans le vivant, dans d'autres d'une capacité d'empathie, mais celle-là va aller jusqu'au bout dans le fait de dire mais en fait c'est ça la clé. La clé est là. Alors j'ai reçu la vie, on me l'a donnée. Et une grande question c'est mais qui vous dit que vous avez reçu la totalité de ce qui devait vous être donné? Il y a quelque chose en nous qui est en train de s'accomplir, c'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qui reste? Ce corps reste ici. Il vient de la Terre, il retourne à la Terre. On a un généreux emprunt de l'ensemble des molécules et de la matière. À la fin, qu'est-ce qui reste? Il reste un processus alors, qui est invisible, car la grande question qui est redoutable, c'est qu'il y a de l'invisible dans l'homme. Il ne se réduit pas à sa seule matérialité visible. Alors ça, c'est précisément ça que nous enseigne la révélation. Alors, sur la question de la fin, est-ce qu'on pourrait dire que le problème de l'homme, en fait, c'est de savoir qu'il va mourir? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Pascal Pic? Et peut-être aussi, plus largement, sur les questions de finalité qui ont été développées par le père Stella Bourdillon. Est-ce que vous résistez ou pas à ces questions-là? Si je résistais ou si je ne résisterais pas, ce ne sera pas au nom de... en tant que scientifique, ça serait pour des raisons tout à fait personnelles. Vous voyez, je parlais effectivement au nom de votre discipline. Maintenant, en ce qui concerne, par rapport à votre question, ce que pourrait nous dire aujourd'hui l'état actuel des connaissances en paléoanthropologie, c'est que lorsque la préhistoire a commencé il y a 150 ans, c'était inscrit dans une finalité. L'idée que l'histoire de la vie devait forcément aboutir à l'homme.
D'ailleurs, ce qui donne des boutades assez rigolotes dans mes conférences. Quelqu'un me demande, depuis quand, Monsieur Pic, dites-moi, depuis quand la vie est apparue? Je dis à peu près 4 milliards d'années sur la Terre. Ah, ok. Et après, le Soleil va exploser dans 4 milliards d'années. Qu'est-ce qu'on fait? Ça montre bien que cette question, qui est peut-être amusante comme ça, c'est qu'on arrive à concevoir que le long passé puisse aboutir à nous, puis qu'il puisse y avoir un passé qui nous dépasse sans nous. C'est quelque chose, évidemment, qui est absolument vertigineux, quoi. Qui est réel. Et bien, qui est réel, absolument. Et vous posez la question au début de votre Et donc, livre. aujourd'hui, en effet, le fait de découvrir que, c'est très récent, qu'il y avait plusieurs espèces d'hommes contemporaines, tous enterrés à leur mort, tous avaient leur spiritualité, leur forme de religion, qui ne sont pas évidemment celles que nous connaissons aujourd'hui, même si certains éléments percolent encore dans nos grandes représentations du monde. Et de ce fait, plus nous avançons dans nos découvertes, plus nous découvrons que notre passé était diversifié. Et 40 000 ans, pour nous, c'est hier. Et une partie de nos croyances ont été empruntées par certains éléments, certainement néandertaliens et au Denisovien, cette espèce un peu mystérieuse qui était sur l'Asie. Nous avons changé des outils, nous avons échangé des gènes également. Donc tout ça, ça nous amène aussi à autre chose. C'est que ce que nous sommes, vous l'avez très bien dit d'ailleurs tout à l'heure, ce que nous sommes aussi est emprunté aux autres. Ça qui est absolument nouveau. Parce qu'il y a quand même 50 ans, on pensait que l'homme, c'était ce milieu fermé que vous avez très bien évoqué tout à l'heure, où on ne devait rien aux autres. Et au contraire, ce que nous sommes des écosystèmes. Vous avez parlé de l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est pas la transformation des gènes, mais je pense que vous avez fait un petit raccourci. Nos gènes ne changent pas, eux, en fonction de l'environnement. C'est l'expression des gènes, donc c'est la grammaire. Hein. C'est comme vous avez un dictionnaire, d'un auteur à l'autre, bien évidemment, c'est pas du tout la même histoire qui va être écrite et les mêmes interprétations qu'on peut avoir. Donc c'est ça qu'on est en train de découvrir, que ce que nous mangeons, ce que nous faisons, une partie va être transmise aux générations suivantes. Et ce que je dis dans ce livre, d'ailleurs, c'est un peu étonnant, parce que longtemps, une partie des sciences humaines nous a dit « Ouh là là, les gènes, ça n'évolue pas, ce sont les cultures qui évoluent ». En fait, on s'aperçoit que nos représentations, les éléments de représentation qu'on appelle des mèmes, qui sont des briques de la pensée, qui sont tout à fait l'analogue des gènes, mais pour les capacités cognitives, en tout cas, certaines représentations, évoluent même plus vite, nos gènes évoluent plus vite. C'est-à-dire que nos choix culturels changent aussi nos gènes. Ça, c'est qu'on est en train de découvrir de plus en plus. Dans le contexte des bouleversements environnementaux actuels. Et justement, aujourd'hui, on s'aperçoit d'une incroyable fragilité. Et moi, je pense à notre regretté Michel Serres, lorsqu'il parlait d'apoptose. Avec la bombe atomique, on a découvert que nous avons construit de quoi nous détruire nous-mêmes. Donc voilà, d'un seul coup, la paléanthropologie nous raconte que nous sommes les derniers hommes, au sens biologique, hein, une seule espèce sur toute la Terre, et qu'en même temps, nous avons mis en place les moyens de nous détruire nous-mêmes. Et donc, à partir de là, nous sommes face à des interrogations tout à fait nouvelles, parce que si nous sommes le dernier homme, ce n'est pas parce que les autres étaient moins évolués que nous, c'est que notre puissance écologique a fait que les autres espèces, même si ce n'était pas prédéterminé, ce n'était pas un génocide organisé, ce n'était pas un ethnocide généralisé, il est très clair que notre succès a laissé très peu de place autour de nous. Et d'où le titre de ce livre qui est maintenant « Sapiens face à Sapiens » et de vrais enjeux entre les transhumanistes d'un côté qui nous disent on sera sauvé que par les technologies avec la question de la mort que vous évoquiez. Donc la question de la mort a toujours été au cœur des sociétés. Ça fait au moins 500 000 ans que les sociétés humaines, et ce n'était pas nous les sapiens, c'était encore avant, se posent la question donc de la mort, des offrandes. Les plus anciennes traces remontent à 400 000 ans, mais c'est la lignée néandertalienne en Espagne. Donc oui, la question de la finitude, de ce qui se passe après, a été toujours au cœur des sociétés humaines. Et aujourd'hui, ce questionnement qui est au cœur des humanités, moi je pense qu'il n'y a qu'une seule humanité, mais avec de la diversité, c'est-à-dire qu'il y a différentes espèces biologiques, mais il y a une humanité donc, qui partage avec des différences importantes certainement, ces représentations du monde sur la naissance, le mystère de la vie, et donc ce qui se passe après la mort. Néanmoins, notre monde moderne aujourd'hui, d'un côté, les connaissances modernes nous montrent que nous avons coévolué, nous avons apporté aux autres espèces, que nous sommes la dernière espèce qui est encore sur cette Terre, mais ça va bien, on est 8 milliards, on ne va pas disparaître. La question est de savoir comment on va s'en sortir, oui. Est-ce que c'est l'ensemble de l'humanité ou pas. Mais derrière cela, ça repositionne la question, non pas que de la fin de vie de l'individu, mais aujourd'hui,
de l'humanité elle-même. Et donc c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, donc Sapiens face à Sapiens, c'est une interrogation qui concerne l'ensemble de l'humanité. Et là, évidemment, c'est pas que notre devenir après la mort, c'est le devenir de notre espèce. Alors justement, Père Stella-Bourdillon, quelle est la responsabilité de l'homme dans ce contexte face au risque d'effondrement qui le menace ? En fait, c'est assez extraordinaire de se dire que ce que vous venez d'évoquer, c'est la capacité d'une conscience de sa responsabilité de la totalité du groupe. C'est quand même assez... C'est-à-dire que... je ne sais pas à quelle époque, nos aïeux, donc il n'y a pas très longtemps, pouvaient penser une forme de responsabilité de l'humanité à l'égard de la totalité du monde du vivant. Ça reprend une question biblique, d'ailleurs, présente dès la Genèse. C'est-à-dire que ça conduit peu à peu à ce qui me semble être un élément absolument décisif dans ce qui fait que l'homme est homme. C'est très subtil peut-être, mais c'est que l'homme se conçoit. C'est-à-dire que où se trouve l'homme ? Dans ce qu'il a conçu de ce qu'il était. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Il y a tout un substrat qui le permet, mais la fine pointe de ce qu'il est dans son humanité, c'est sa puissance de conception. Et donc le cœur du christianisme, c'est la conception de l'homme. Nous sommes dans le temps de l'Avent, nous approchons de Noël, on regarde la Vierge Marie qui conçoit, mais justement, c'est ça la grande question. Qui conçoit-elle ? Elle conçoit l'homme, elle conçoit l'amour dont nous sommes aimés, elle conçoit le sens. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'homme est homme ? C'est qu'il est en devenir lui-même dans ce qu'il conçoit de ce qu'il est. Que dis-tu de toi-même ? Et d'une certaine façon, l'immense responsabilité de l'homme à l'égard de l'homme, c'est de se réveiller en se demandant, mais après tout, qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Qu'as-tu fait de ton frère ? Exactement, et qu'as-tu fait de ton frère ? Et quelle responsabilité est-ce que j'ai à l'égard de l'autre ? Le fait que le ciel et la terre passeront, dit Jésus, le ciel et la terre passeront, on le sait. Donc, on le reçoit comme un environnement, et il dit ceci, mes paroles ne passeront pas. C'est-à-dire que entre dans cette... Alors, conçoit les paroles. Quand on dit les paroles ne passeront pas, c'est que ce sont d'abord des paroles livrées et une proposition et un appel. L'homme est un homme appelé. Enfin, l'homme est appelé. Il est homme en tant qu'il répond à un appel. Et il conçoit cet appel. Alors, je dirais pratiquement aujourd'hui, ce qu'il faut sauver dans l'homme, c'est sa capacité précisément de concevoir. Je pense que la grande responsabilité de l'Église, mais de toute personne spirituelle, c'est de conserver la grande dignité, la beauté de l'homme, qui est un véritable joyau dans la création, parce qu'il conçoit lui-même l'univers. Je ne fais que redire ce que disait Pascal quand il disait l'homme passe l'homme, et l'homme est un roseau fragile, mais un roseau pensant. Et que cet univers effectivement la question de la conception au sens le plus biologique du terme, avec aussi tous les enjeux bioéthiques actuels. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans votre livre, vous faites référence, notamment à la fin de votre livre, aux enjeux bioéthiques actuels, Pascal Pic. Oui, parce que il est très clair qu'aujourd'hui, les questions liées autour de la procréation, sur le plan technique, on contrôle. Il y a de vrais enjeux éthiques sur savoir, évidemment, si on peut sélectionner les gènes, si on peut faire ce qu'on appelle l'eugénisme positif, donc détecter des gènes qu'on peut sélectionner. Maintenant, d'autres personnes qui voudraient avoir un enfant conçu à la carte, ce qui est quand même, pour l'instant, un petit peu embêtant, parce qu'on ne maîtrise pas tout de la génétique, loin de là, et de l'épigénétique, hein, mais néanmoins, ça existe. Et l'autre côté, ça pose une question que des philosophes, Habermas en a très bien parlé, si j'ai bonne mémoire, c'est quand même un refus de l'altérité. C'est-à-dire, en tant que... par exemple, j'ai 3 enfants, j'ai 3 petits-enfants, à chaque fois, ces différences, c'est un ravissement. Et comment peut-on envisager de se dire je veux un enfant à la carte? C'est un déni dès le départ, avant la conception même de son altérité. Enfin, c'est quand même, moi, je trouve ça quand même absolument aberrant, vous voyez, sur le plan personnel, en tout cas. Et même d'un point de vue biologique, si on pouvait aller jusque-là. Mais c'est pas là la question. Maintenant, il est très clair que ces questions-là sont en train d'arriver autour de la mort. Ce n'est pas pour rien que les transhumanistes posent des bonnes questions, mais je ne pense pas qu'ils apportent les bonnes réponses. C'est les débats qu'on va avoir, ça c'est très clair, puisque moi j'appartiens à une génération qui, en moyenne, évidemment, a jamais si bien vécu sur la Terre. Je veux dire, il y a encore un siècle, l'espérance de vie était quand même beaucoup plus courte, il y avait des guerres, il y avait des épidémies, il y avait des maladies, la mort était, en tout cas, dans la société. Aujourd'hui, elle est en dehors de nos sociétés.
On ne la voit pas. C'est à l'hôpital, surtout en France d'ailleurs. C'est le pays où on meurt le plus à l'hôpital en proportion. Donc ça montre quelque chose sur notre société. Maintenant, voilà, je suis d'une génération qui a bénéficié d'un progrès en moyenne, une fois de plus, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et on nous dit, ouais, ça va bien à 60 ans, ça va bien à 70 ans, ça va pas trop mal à 80 ans. Donc on n'a jamais aussi bien vécu en bonne santé en moyenne. Et là, ce qu'on vous dit, ça va peut-être se terminer. Et à partir de là, j'aimerais bien que ça continue. Parce qu'évidemment, on a évacué cette notion-là. Et donc c'est pour ça, c'est la grande nouveauté de l'époque. C'est la grande nouveauté de l'époque, et c'est pour ça que les transhumanistes, comme j'aime à dire, j'ai fait un livre là-dessus, c'est-à-dire ils posent les bonnes questions, mais ils n'apportent pas les bonnes réponses. Ce qui veut dire que peut-être certaines sagesses qu'il y avait dans d'autres cultures peuvent nous être très utiles, mais rendez-vous compte quand même de la difficulté. À partir de quand, lorsqu'on est encore conscient, peut-on prendre la décision avec personnel et aussi avec son entourage de se dire j'accepte la fin de vie ou je continue la souffrance sans la conscience. Parce que c'est des vrais débats aujourd'hui qui ne peuvent pas être résolus que d'un point de vue technique, mais c'est un vieux film, comment ça s'appelait, La balade de... Voilà. Donc il y a des cultures qui... Redites-le parce qu'on n'a pas entendu. La balade de Narayama, c'est un très très beau film qui nous surprend, nous, certainement, par rapport à nos croyances fondamentales, mais très clairement, c'est la grande question après tous les débats éthiques que l'on a encore autour de la procréation. Alors en plus, ce que je décris dans le livre, c'est que de toute façon, on va y aller pour des raisons tout à fait liées à notre évolution récente, puisque nous avons une perte de fertilité, notamment du côté des jeunes hommes, qui est absolument catastrophique. Par rapport à ma période, le nombre de spermatozoïdes est divisé par 2 et leur vitalité est divisée encore par 2. Donc à la fois perte qualitative et perte quantitative. Donc, et là, j'évoque le cas de Néandertal. On voit Néandertal disparaître parce que, comme j'aime à dire, pardonnez-moi, mais nous autres, les scientifiques, on se pose la question depuis pas longtemps, mais c'est une question que se posent les femmes depuis tous les matins, depuis très longtemps. À quoi servent les mâles ? Et très sérieusement, c'est effectivement, d'un point de vue biologique, les mâles sont une réserve de variabilité et les spermatozoïdes sont hypersensibles aux conditions de l'environnement. C'est là qu'on le voit, donc effectivement. Et donc, il est très clair que ces enjeux aujourd'hui de fertilité font appel, évidemment, à du solutionnisme, on dit chez les transhumanistes, technique. On peut entrer dans les détails si vous voulez. Moi, je n'ai pas trop d'objections par rapport à ça. Maintenant, il est très clair que je n'ai pas d'objection à ça, mais il faut que ce soit conçu comme un acte de parents, d'amour, que ce ne soit pas donc simplement un processus d'élevage. Hein. Voilà. Donc, et on va avoir les mêmes questions sur la fin de vie, c'est très clair. Alors, on arrive au terme de notre échange. J'aimerais que vous puissiez conclure chacun de façon assez rapide. Je vais vous poser une question peut-être simple ou voire simpliste. À quelles conditions l'homme a-t-il encore un avenir? Père Stella Bourdillon et ensuite Pascal Pic. Alors, s'il faut distinguer, est-ce qu'il a un avenir dans l'histoire et dans le fil des siècles? On l'a évoqué, nous savons qu'un temps viendra. D'abord, la Terre a existé, elle ne portait pas d'homme. Et elle existera encore et il n'y en aura plus. Donc ça, on peut poser ce cadre. C'est-à-dire que si on écoute les spécialistes de l'astrologie, enfin ceux qui nous décrivent la question du Soleil, on sait très bien que les conditions d'habitabilité de la Terre... L'astronomie. Les astronomes nous disent que les conditions d'habitabilité de la Terre, on voit qu'elles sont déjà en train de toucher un certain nombre d'espèces. Un jour viendra, ce sera plus possible. Donc l'avenir de l'homme, il est d'une certaine façon entre ses mains, dans une relation avec les autres. Il m'est arrivé, ça fait partie des découvertes qu'on peut faire, de prendre la mesure de ce que nous sommes en train de vivre. La population mondiale a doublé en l'espace de 40 ans. En 70, nous étions 3,7 milliards. En 2010, nous étions 7,4 milliards. La population mondiale a doublé en l'espace de 40 ans. Ça ne s'était jamais produit et ça ne se reproduira jamais. Dans les 40 prochaines années, la population mondiale va augmenter de 0,5. Donc, nous sommes en train de vivre quelque chose d'absolument étonnant. Étonnez-vous que nous soyons un peu tendus quand, en l'espace de 40 ans, il faut tout partager par 2. Et alors, ça pose la question, ce développement si important fait que du coup,
on se dit, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas donc justement se maîtriser et entrer dans une sorte de maîtrise du commencement et une maîtrise du terme. Et inévitablement, si on a une maîtrise du commencement, on va vouloir avoir une maîtrise du terme. Donc les deux vont aller ensemble. Donc il y a une sorte de nouvelle responsabilité. Donc, alors j'ai envie de dire, il faut que nous ayons une grande considération pour ce que chacun, alors ça c'est peut-être ce que l'Église essaie de faire, une grande considération pour ce que chaque personne, dans le tréfonds de sa conscience, est en train de développer comme idée personnelle au sujet de ce qu'elle est et de ce que sont les autres et de ce qu'est le monde. La valeur du monde se trouve cachée secrètement dans le cœur de chacun d'entre nous et dans la capacité de le partager. Donc nous sommes riches d'un joyau que nous pouvons partager aux uns et aux autres et peut-être de grandir dans une intelligence heureuse et dans une conscience heureuse de ce qu'est la vie. Alors même question pour vous, Pascal Pic, de façon synthétique, si vous pouvez, pour laisser le temps aux questions avec chacun et chacune d'entre nous. La question est ? Donc la question concerne l'avenir de l'homme. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'humanité. Nous sommes 8 milliards sur toute la planète. De toute façon, l'humanité continuera. L'objet de ce livre est de savoir dans quelles conditions l'humanité va continuer. Parce qu'en effet, la courbe pour l'instant de croissance de la démographie, c'est 9 à 10 milliards d'individus à l'horizon 2050. Mais ce qui inquiète beaucoup plus les anthropologues évolutionnistes, c'est après. Parce que l'augmentation de la démographie dans l'hémisphère nord, elle est liée au vieillissement, pas à la natalité. Et donc, quand, sauf miracle transhumaniste, les seniors ont disparu de cette planète, moi y compris d'ailleurs, on n'est pas certain que l'espèce humaine puisse perdurer en termes de vitalité. Alors, en tout cas, ça vaut certainement pour l'hémisphère nord. Moi, je pense que de toute façon, l'humanité va continuer. Et ce qui fait l'homme, donc, c'est pas comme Homo sapiens, ça commence il y a 2 millions d'années, et ça continuera. Sous quelle forme ? Je ne le sais pas, mais il est très clair que ce qu'on est en train de découvrir, c'est que, justement, vous l'avez très bien dit, nous sommes nous-mêmes environnement. Je vais pas faire du panthéisme, ce n'est pas du tout mon propos. C'est vrai que certains scientifiques déversent un petit peu là-dedans, mais néanmoins, c'est que nous prenons conscience, très tardivement, que l'avenir de l'humanité ne se fera pas sans celle, évidemment, des autres espèces qui sont autour de nous, et quelles que soient donc les croyances de par le monde qui considèrent que ces espèces sont plus ou moins proches de nous. Ce n'est pas la question, c'est très clairement que, de toute façon, comme disait Lévi-Strauss, une civilisation ne peut pas se connaître sans connaître l'autre. Eh bien, l'histoire du concept d'animal qu'on a évoqué, même si ce n'est pas les animaux, c'est un élément, évidemment, constitutif de notre représentation au monde et de notre devenir. Merci beaucoup, Pascal Pic. Je recommande la lecture donc, de votre dernier livre, Sapiens face à Sapiens, la splendide et tragique histoire de l'humanité. C'est publié chez Flammarion. Et merci également à vous, Père Laurent Stella Bourdillon. Voilà, c'est la fin de cet échange. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez applaudir, c'est mieux pour la radio.